Il existe des histoires qui dérangent profondément, des histoires qui ne ressemblent pas à des contes de monstres, mais à des avertissements. Parce qu'ici, le monstre n'était pas caché dans l'ombre. Il parlait à la télévision, il écrivait des livres, il était applaudi, admiré, célébré. Voici l'histoire vraie d'un tueur qui a réussi l'impensable, manipuler un pays entier. Voici l'histoire de Jack Unterweger. Nous sommes en 1950. L'Autriche sort lentement de la Seconde Guerre mondiale. La pauvreté est partout. Les cicatrices du conflit sont visibles dans chaque rue, chaque village. C'est dans ce décor froid, brut, presque sans avenir, que naît Johann Unterweger, que tout le monde appellera Jack. Sa mère, serveuse, mène une vie chaotique. Son père est un soldat américain, déjà retourné dans son pays. Jack commence sa vie seul. Très tôt, Jack est confié à son grand-père. Un homme violent, alcoolique, craint dans son village. Dans cette maison reculée, Jack n'apprend rien d'autre que la brutalité, les cris, les coups, les humiliations. C'est tout ce qu'il connaît. L'affection n'existe pas. L'autorité, elle, est omniprésente. Et c'est là que Jack développe un trait qui ne le quittera jamais, la manipulation comme survie. À l'école, Jack ne s'intègre pas. Il ment. Il vole, il manipule les adultes avec une facilité surprenante. Certains enseignants décrivent un enfant charmant mais étrange, comme déconnecté. Les policiers, eux, voient un jeune homme intelligent mais dangereux. Jack n'a ni empathie ni remords, mais il sait admirablement jouer la comédie. Très vite, Jack enchaîne les délits, cambriolage, agression, menaces, escroquerie. À chaque arrestation, il pleure, supplie, promet, et à chaque fois, il convainc, on le juge intelligent, on le croit réformable. Mais Jack ne change pas, il apprend simplement à mieux manipuler. En 1974, à 24 ans, Jack commet l'irréparable. Il enlève une jeune femme de 18 ans, Margaret Schaeffer. Les faits, reconstitués par la police, sont terrifiants. Jack la frappe, il la terrorise, puis il l'étrangle avec son propre soutien-gorge. C'est là que naît sa signature meurtrière. Ce geste précis, froid, calculé, il le reproduira encore et encore. Le meurtre choque l'Autriche. Jack Unterweger est arrêté, puis condamné à la prison à perpétuité. On pense que la menace est écartée. En réalité, elle ne fait que commencer. Derrière les barreaux, Jack surprend tout le monde. Il ne devient pas un détenu violent. Il ne tente pas de s'évader. Non, Jack change de peau. Il se met à écrire, et ce qui n'aurait pu être qu'un passe-temps devient un véritable projet de transformation. Poèmes, nouvelles, textes autobiographiques. Jack écrit surtout la souffrance, la pauvreté, la violence qu'il a subie et surtout son désir de rédemption. Des textes bien construits, émotionnels, presque trop beaux pour être vrais. Petit à petit, Jack construit une image, celle du criminel repenti, du poète brisé. Au début des années 80, les manuscrits de Jack commencent à sortir de la prison. Et contre toute attente, ils séduisent. Certains critiques sont fascinés. Ils y voient un homme torturé, conscient de ses fautes, cherchant la lumière. Les thèmes qu'il aborde séduisent particulièrement les milieux intellectuels autrichiens de l'époque. La violence sociale, la misère de l'enfance, le questionnement moral, l'idée que l'homme peut changer. Et Jack joue parfaitement ce rôle. On commence à l'appeler l'écrivain poète des prisons. Il devient un phénomène littéraire. Dans les années 80, la presse cherche des histoires positives. L'Autriche vit une période de tension sociale et l'idée d'une réhabilitation miraculeuse attire les médias comme un aimant. Jack n'est plus un simple prisonnier. Il devient un symbole. Sa transformation fascine. On parle de lui dans les journaux, on analyse ses livres à la télévision, on le cite comme modèle de renaissance. Peu à peu, la société autrichienne s'attache à lui. Fascination, naïveté, besoin d'espoir, tout se mélange. À partir de 1985, un mouvement atypique prend forme en Autriche. Des écrivains, des journalistes, des artistes se mobilisent pour demander la libération de Jack Unterweger. Ils écrivent « Cet homme a changé. C'est un génie littéraire. La prison n'a plus aucun sens. » Certains intellectuels affirment même que Jack est un exemple pour le pays. L'idée d'un meurtrier repenti, devenu poète, est trop séduisante pour qu'on la remette en question. Une version moderne du mythe du criminel sauvé par l'art. Le gouvernement subit une pression immense. Jack devient le symbole public de la rédemption. Et, contre toute logique judiciaire, le système va céder.
En 1990, après 15 ans derrière les barreaux, Jack Unterweger est libéré, officiellement. Définitivement, les médias présentent sa sortie comme une victoire de l'humanité. La société autrichienne l'acclame. Jack devient une célébrité. On l'invite dans les plus grandes émissions. On l'interroge comme un philosophe, comme un intellectuel, comme un modèle social, les caméras l'adorent. L'opinion publique l'idolâtre. Et Jack, lui, savoure chaque seconde. Mais ce que personne ne sait, c'est que derrière le sourire, le tueur n'a jamais disparu. Une fois dehors, Jack Unterweger vit une vie presque irréelle. Il enchaîne les interviews. Il anime des conférences universitaires. Il est invité dans des festivals littéraires. Les gens veulent le voir, l'écouter, discuter avec lui. Certains parlent même d'une adaptation au cinéma de son autobiographie. Jack est partout. Il voyage, il écrit, il donne son avis sur tout. Et, surtout, il aime la lumière. Il aime qu'on le regarde. Et plus on le regarde, plus il se sent invincible. Pourtant, quelque chose d'invisible commence à bouger sous la surface. Jack a retrouvé la liberté, l'admiration publique, l'attention médiatique, et avec tout cela, il retrouve aussi ses pulsions. Très vite après sa libération, des prostituées commencent à disparaître. Le tueur en série que tout le monde pensait réhabilité n'avait jamais cessé d'exister. Il s'était simplement endormi. Et maintenant, il se réveille. Dès les premiers mois suivant sa libération, la ville de Vienne commence à changer. Dans les quartiers populaires, dans les rues où travaillent les prostituées, une inquiétude diffuse s'installe. Certaines disparaissent. On retrouve des corps dans des bois ou des fossés, loin du centre-ville. Toujours le même schéma, toujours la même mise en scène, toujours la même signature, l'étranglement avec leurs sous-vêtements. Exactement comme en 1974, le prédateur s'est réveillé. Et pour la première fois, il tue en étant célèbre. Le plus terrifiant dans cette histoire, ce n'est pas seulement que Jack Unterweger tuait, c'est le rôle qu'il jouait publiquement en parallèle, car à peine libéré, Jack devient journaliste spécialisé dans les affaires criminelles. Il écrit pour des journaux nationaux, pour des magazines, pour des émissions. Il est envoyé sur le terrain. Il enquête sur les meurtres de prostituées. Et devant les caméras, il dénonce la violence faite aux femmes. Il critique la police. Il réclame plus d'enquêtes, plus de justice, tout en continuant à tuer. La duplicité de Jack dépasse tout entendement. Il commande son propre travail, il analyse ses propres crimes, il devient un expert du tueur, qu'il est lui-même. En 1991, Jack rédige un long article où il fustige la police autrichienne. Il affirme que les forces de l'ordre ignorent les prostituées, que le tueur risque de frapper encore et que personne n'agit assez vite. Pour beaucoup, il passe pour un défenseur des femmes vulnérables. Mais la vérité, c'est que Jack tente simplement de se rendre indispensable. Plus les crimes continuent, plus il a du travail et plus on lui fait confiance. Le camouflage parfait. En quelques mois, la situation devient incontrôlable. Les disparitions se succèdent. Les corps portent tous la même marque. Étranglement avec sous-vêtements, parfois mise en scène, parfois abandon dans ravin. Un schéma clair, mais personne n'ose suspecter Jack. Comment accuser un homme qui passe à la télévision, qui écrit des articles, qui participe à des conférences? Comment imaginer qu'un intellectuel repenti puisse être un tueur en série? Le pays entier est aveuglé. Et Jack le sait, alors il continue. 1991. Jack Unterweger voyage en République tchèque. Il affirme à ses proches qu'il souhaite écrire un reportage sur la prostitution en Europe centrale. Les médias le félicitent. Un intellectuel engagé, un journaliste courageux. Mais dans les jours qui suivent son arrivée, 3 prostituées disparaissent à Prague et leurs corps sont retrouvés dans des bois. Étranglés, même méthode, même signature. L'histoire se répète, encore et encore. Le tueur itinérant continue son œuvre. Au début des années 92, quelque chose change. Les enquêteurs commencent à remarquer un étrange détail. Jack Unterweger se trouvait presque toujours dans la ville, au moment même où un meurtre avait lieu. Coïncidence? Peut-être, mais trop de coïncidences finissent par créer un schéma. Le nom de Jack apparaît dans plusieurs rapports. Certains policiers murmurent en l'impensable, et si c'était lui, mais dire cela publiquement, c'était accuser un symbole national. Et ça, personne n'osait encore le faire. En mars 92, Jack est invité à parler de la vague de meurtres. Devant toute l'Autriche, il explique comment le tueur fonctionne. Il décrit ses méthodes. Il donne son avis psychologique. Et soudain, il a cette phrase. Ce genre de tueur vit souvent une double vie. Il peut être intelligent, charmant, difficile à suspecter. Personne sur le plateau ne comprend encore l'ironie glaciale. Jack est littéralement en train de parler de lui-même. Mais la vérité ne peut pas rester cachée éternellement.
Une enquête internationale commence à se mettre en place, et pour la première fois, Jack va perdre le contrôle. Au début de l'année 92, les enquêteurs autrichiens n'ont plus de doute. La vague de meurtres n'est pas le fait d'un prédateur isolé. Il s'agit d'un tueur en série et plusieurs indices, plusieurs traces, plusieurs témoignages finissent par relier ce cauchemar à un seul homme, Jack Unterweger, celui que tout le pays admire, celui que les intellectuels défendent. Et soudain, les enquêteurs réalisent que chaque fois qu'un meurtre se produisait, Jack se trouvait dans la région, le doute se transforme en certitude. Il est temps d'agir. Les progrès de la science jouent un rôle clé dans l'enquête. Les laboratoires examinent les fibres retrouvées sur les corps. Certaines appartiennent à la voiture de Jack, d'autres correspondent parfaitement aux objets qu'il possède. Et surtout, les analyses ADN confirment que Jack a eu contact avec plusieurs victimes. C'est la première fois que la science met en lumière la vérité derrière le masque. Le tueur repenti n'a jamais été repenti du tout. Lorsqu'un mandat d'arrêt est finalement délivré contre Jack Unterweger, il est déjà trop tard. Les policiers arrivent chez lui, l'appartement est vide, les vêtements ont disparu, les bagages aussi, le lit n'est même pas défait. Jack a fui. Le tueur écrivain adoré par les médias devient soudain un fugitif international. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Le pays tombe dans la sidération. Comment un homme célébré, invité à la télévision, présenté comme un exemple, aurait-il pu commettre tous ces crimes? Les intellectuels qui militaient pour sa libération sont humiliés. Les journalistes qui l'adoraient ne comprennent pas. Le public se sent trahi et la police doit expliquer comment un tueur en série a pu passer entre les mailles du filet, alors même qu'il travaillait avec eux, qu'il les observait, qu'il les critiquait. S'ouvre alors l'une des chasses à l'homme les plus médiatisées des années 90 en Europe. Jack Unterweger traverse plusieurs pays. Il passe par la Suisse, puis la France. Avant de s'envoler vers les États-Unis, chaque déplacement est discret, calculé, maîtrisé. Jack sait comment éviter la police. Il a appris, pendant des années, à observer les enquêtes, à comprendre la logique des autorités, et il utilise ce savoir pour rester invisible. Aux États-Unis, Jack vit de manière précaire dans des motels, mais il reste actif. Il télécharge des articles, lit tout ce qu'on publie sur lui, note les erreurs policières. Il est obsédé par l'image que le monde renvoie de lui. Le fugitif ne cherche pas seulement à fuir, il cherche à contrôler la narration, à garder la maîtrise de son histoire. Même dans l'ombre, Jack reste Jack, narcissique, manipulateur et terriblement dangereux. L'affaire prend une dimension internationale. Le FBI entre dans la poursuite. Les autorités américaines, tchèques et autrichiennes collaborent. Et enfin, un témoignage permet de localiser Jack en Californie. La traque touche à sa fin. Le 27 février 1902, au petit matin, le FBI entoure un motel de Los Angeles. Jack Unterweger se trouve dans une chambre du 2e étage. Il n'a aucune chance de s'échapper. Il est arrêté sans résistance. L'homme qui se présentait comme un exemple de rédemption se retrouve menotté, face caméra. Sous le regard du monde entier, la cavale est terminée. Mais l'histoire, elle, est loin d'être finie. Maintenant que Jack Unterweger est derrière les barreaux, le monde entier attend des réponses. Comment un homme célébré comme un génie littéraire a-t-il pu tromper tout un pays? Le procès va révéler ce que Jack a tenté de cacher pendant plus de 20 ans. Et pour la première fois, les masques vont tomber. Lorsque Jack Unterweger est extradé vers l'Autriche, le pays tout entier retient son souffle. Celui qui était considéré comme un modèle de réhabilitation, comme un artiste brillant, comme un intellectuel sensible, est désormais accusé de meurtre en série. Les médias s'arrachent chaque image, chaque détail, chaque mot prononcé dans les couloirs du tribunal. L'affaire est historique. Pour la première fois, la question dérangeante se pose publiquement. Et si l'Autriche avait été manipulée par un psychopathe? Le procès de Jack Unterweger s'ouvre en 1994. L'audience est pleine à craquer. Les journalistes du monde entier sont présents. L'ambiance est lourde, Jack apparaît dans sa tenue impeccable, le visage serein, presque trop calme. Il s'assoit et le silence se fait. Le procès peut commencer. Jack Unterweger est accusé d'avoir assassiné au moins 11 femmes, des prostituées pour la plupart, en Autriche, en Tchéquie et aux États-Unis, 11 vies arrachées, 11 familles brisées. Et selon les enquêteurs, ce chiffre pourrait être bien plus élevé. Mais dans ce procès, ce sont ces 11 victimes que la justice porte aujourd'hui. Au tribunal, Jack Unterweger joue un rôle, calme, poli,
éloquent. Il se présente comme un innocent injustement accusé. Il sourit même parfois à la presse, comme une star déchue qui tente encore d'exister. Mais dans certains regards, quelque chose se fissure, une froideur, une absence totale d'émotion. Le masque du poète sensible commence à glisser et derrière apparaît le prédateur. Le cœur du procès repose sur un élément crucial, la preuve scientifique. Car cette fois, Jack ne peut plus manipuler, mentir ou jouer un rôle. Les analyses ADN relient Jack à plusieurs victimes. Les fibres retrouvées sur les vêtements correspondent à celles de son véhicule, de ses tapis, de ses sièges. Les nœuds utilisés pour attacher certaines victimes sont identiques à ceux qu'il avait appris à faire en prison. Tout concorde, tout pointe vers lui, et pour la première fois, Jack Unterweger semble douter. Plusieurs témoins défilent devant la cour, certains affirment avoir vu Jack près des lieux de disparition. D'autres expliquent comment il se vantait d'obtenir n'importe quoi des journalistes et des autorités. Un ancien collègue raconte même que Jack semblait obsédé par les meurtres de prostituées. Le puzzle s'assemble, morceau par morceau, et l'image qui apparaît est celle d'un homme sans remords, prêt à tout pour nourrir son ego. Après des semaines de procès, le verdict tombe. Jack Unterweger est reconnu coupable de 9 meurtres par les preuves directes et considéré responsable de plusieurs autres. La salle réagit en silence. Certains pleurent, certains baissent la tête, d'autres murmurent des prières. L'histoire du poète repenti est officiellement détruite. L'Autriche découvre qu'elle a été manipulée pendant des années. Et pour Jack Unterweger, la fin approche. Cette nuit-là, Jack Unterweger ne dort pas. Il sait ce qui l'attend. Une vie entière en prison, sans projecteur, sans caméra, sans livre, sans public. Il sait que son image est détruite, que la société ne le verra plus jamais comme un poète. Il n'a plus le contrôle. Et pour Jack, c'est intolérable. Après le verdict, Jack Unterweger est reconduit dans sa cellule. Pour la première fois depuis sa libération, il n'a plus de public, plus de micro, plus de caméra. Le silence de la prison remplace les applaudissements des plateaux télé. Il sait que le masque est tombé. Il sait que l'Autriche le voit enfin tel qu'il est, réellement Jack Unterweger, l'écrivain, la star, le symbole de rédemption, n'était qu'un mensonge. Et dans la nuit du 28 au 29 juin 1994, Jack prend une décision finale. Dans le silence glacial de sa cellule, Jack décide de mettre fin à ses jours. À l'aube, un gardien découvre son corps. Jack Unterweger est mort. Le tueur a échappé au châtiment final. Certains disent qu'il a choisi son dernier acte pour garder le contrôle jusqu'au bout.